L'essentiel de l'info internationale vue par nos confrères de la presse française et étrangère, c'est une semaine dans le monde et c'est maintenant avec Julie Owono, responsable journaliste, responsable du bureau Afrique et Internet sans frontières. Merci Directrice désormais. Directrice désormais, pardon. Avec Hélène Salon également du Monde, Nicolas Vinocur, reporter pour Politico Europe et avec Marc Bassets, correspondant à Paris du quotidien espagnol El País. Vous avez aussi été pour ce même journal un correspondant à Washington, je précise. Et d'abord, les dernières infos, eh bien, c'est le changement dans la continuité en Angola. Et quel changement d'abord, puisque c'est l'un des doyens parmi les dirigeants encore en exercice du continent africain, José Eduardo dos Santos, qui a décidé de lâcher les rênes après 38 ans d'un règne sans partage. Or, d'après les résultats communiqués par la Commission nationale électorale, eh bien, les Angolais auraient voté massivement pour le parti au pouvoir à plus de 60%, contre à peine 27% pour l'opposition, l'UNITA, qui réduit tout de même l'écart par rapport à 2012. Julie Owono, ça veut dire que les Angolais ont voulu le maintien aujourd'hui au pouvoir du MPLA ou bien que le scrutin a été verrouillé d'avance ? Alors, l'opposition, évidemment, pointe le doigt sur des irrégularités qui auraient eu cours pendant le scrutin. Bon, on verra dans quelques jours si ces irrégularités, ces allégations font l'objet d'enquêtes sérieuses. Mais ce qui est sûr, c'est que, effectivement, comme vous disiez, il y a un espèce de changement dans la continuité, en tout cas, une espèce de transition graduelle en Angola, puisque vous expliquiez très juste titre que le président a décidé de ne pas se représenter à la tête de son parti et son successeur a été désigné par ce même parti, le MPLA, pour être le président de l'Angola. Donc il y a une espèce de, peut-être une transition graduelle, puisque ce n'est pas le fils ni la fille de Dos Santos, comme on a l'habitude dans la région. On pense par exemple à la RDC voisine, où le fils de Laurent Désiré Kabila est aujourd'hui président, ou bien au Gabon, pas très loin, qui est également... Oui, c'est pas une dynastie. C'est pas une dynastie. En tout cas, contrairement aux pronostics, en tout cas, les habitudes, la coutume politique dans cette région, il y a une espèce de changement. Maintenant, effectivement, le challenge de João Lourenço, qui est le nouveau président. Et donc le dauphin désigné. Le dauphin désigné, oui, il a été désigné effectivement par le MPLA, en fait. C'est le parti qui l'a désigné. Sinon pas directement Dos Santos lui-même, puisqu'il faut se rappeler que João Lourenço a été challenger de Dos Santos il y a quelques années, quand Dos Santos annonçait déjà qu'il voulait prendre un peu de recul par rapport à la vie politique, et en tout cas après aux destinées de ce pays, de l'Angola. Donc oui, il y a une espèce de transition. Dos Santos s'est assuré quand même une retraite tranquille, puisqu'il garde la main sur le parti et qu'il a à peu près verrouillé toutes les possibilités de poursuite. Alors, c'était important de le faire, parce qu'il y a évidemment, quand on parle de l'Angola, on parle évidemment de la famille Dos Santos, on parle d'enrichissement assez important. Donc, effectivement, peut-être, c'était important pour ce chef d'État de s'assurer une sortie honorable. Maintenant, c'est le challenge du nouveau président, c'est-à-dire dégager un peu l'Angola de toutes ces suspicions de corruption, notamment à la tête de l'État et au sein de la famille Dos Santos, et montrer que véritablement le pays s'engage vers la route non seulement de la démocratie, puisque en apparence politiquement, c'est ce qui est en train de se passer, mais aussi d'un point de vue social et économique, c'est-à-dire qu'il y ait plus de redistribution de richesses, qu'il n'y ait plus de suspicion que l'argent de l'État et de la manne pétrolière en particulier servent en priorité les caisses et les poches des proches présidentielle, de la famille présidentielle. Ça c'est un challenge pour le nouveau dauphin, le dauphin, qui encore une fois était un opposant, un challenger de Dos Santos il y a quelques années. Ça peut inspirer d'autres régimes autoritaires de la région, Nicolas Vinocur. En gros, ces chefs d'État qui quittent d'eux-mêmes le pouvoir, mais en gros en s'assurant une fin de règne relativement tranquille. On avait vu le précédent totalement ailleurs, c'était la Russie de Boris Yeltsin avec ce départ au passage à l'an 2000 et d'une certaine manière, il avait passé le flambeau à Vladimir Poutine après s'être assuré que la première décision, ce serait une loi d'amnistie. Je pense que c'est pour d'autres vieux lions, je ne vais pas employer le mot dictateur, mais en tout cas de leader pas tout à fait démocratique, ça peut servir de modèle, puisque, comme vous l'avez souligné, il a gardé la main sur toutes les affaires, il a verrouillé le système judiciaire afin de ne pas être poursuivi, et le nouveau fait partie de son propre parti et risque de ne pas trop l'inquiéter. Ce qu'on peut regretter dans ce scrutin, c'est que l'Angola a refusé de faire venir
réunir des inspecteurs internationaux, notamment de l'Union européenne, pour voir si le scrutin se passait dans de bonnes conditions. On sait que les partis politiques postent des observateurs, entre guillemets, là où les gens vont voter. Pour moi, ça serait plutôt intimidant qu'autre chose d'avoir des représentants de partis présents sur les lieux du vote. On est dans une transition très lente. Le départ de l'ancien leader est est un point positif, mais c'est parce qu'on le cherche bien, ce point positif dans ce scrutin. D'autant que le résultat est contesté d'emblée par l'UNITA, quand on connaît le passé du pays avec cette guerre civile qui a duré depuis la création en réalité, ou l'indépendance en tout cas de l'Angola en 1975, entre le MPLA et l'UNITA. Est-ce que ça présage des lendemains difficiles ? Alors, c'est intéressant que vous fassiez référence à la guerre civile parce que je pense justement que les protagonistes, beaucoup de protagonistes en Angola en tout cas, ont très peu intérêt à ce qu'il y ait de nouveau une instabilité comme celle que l'on a vue en Angola. Il faut se rappeler que c'est effectivement près de 30 ans de conflit et que malgré ces 30 années de conflit, aujourd'hui l'Angola est, si vous voulez, dans le concert des nations dont la voix porte quelque part au niveau international, puisque la famille Dos Santos est très réputée, en tout cas l'Angola est réputée pour avoir investi par exemple dans un pays comme le Portugal, l'ancienne puissance coloniale, d'avoir permis à ce pays de ne pas sombrer dans une crise économique sans précédent. Donc quelque part, personne aujourd'hui dans l'Angola actuelle n'a vraiment intérêt à ce qu'il y ait instabilité. À commencer par ceux qui tiennent les richesses pétrolières du pays. Parce que c'est aussi ça la vraie faillite de l'Angola ces dernières années. C'est un pays qui, malgré ses richesses, s'est enfoncé dans la crise. Absolument, absolument. Et c'est pour cela que ça représente un véritable challenge pour celui qui a hérité un peu de ce pays dans cet état-là. C'est d'assurer la redistribution sociale, économique des richesses, diversifier l'économie. D'ailleurs, c'est ce qui a commencé à être fait puisque l'Angola vient de lancer, va inaugurer en juillet 2018, je crois, le premier câble sous-marin, donc le premier câble de télécommunication Internet entre l'Angola et le Brésil, ce qui est assez intéressant parce que c'est la première fois que une infrastructure de télécommunication ne passe pas par l'Europe ni par les États-Unis, mais va directement d'une rive de l'Atlantique à l'autre. Donc c'est assez intéressant. Il faut voir effectivement si le président actuel, le nouveau président angolais, va réussir à transformer l'essai. Mais véritablement, l'enjeu, c'est est-ce que ce pays va être capable de sortir de la question de la corruption et surtout, est-ce que le niveau de gestion de l'économie va pouvoir être maintenu de sorte de pouvoir redistribuer les richesses et continuer à faire de l'Angola un pays qui compte sur la scène internationale. Autre actualité cette semaine, Emmanuel Macron qui s'attaque à la question centrale du travail. D'abord, celui des entreprises de l'Union européenne qui peuvent, depuis 1996, envoyer à titre provisoire leurs salariés n'importe où en Europe et continuer à payer leurs cotisations dans leur pays d'origine. La fameuse directive travailleurs détachés, c'est son nom, qui donne lieu, d'après l'Élysée, à une concurrence déloyale envers les entreprises françaises. Il faut donc la réformer. C'est ce qu'a entrepris de faire le président français à l'occasion d'une tournée en Europe centrale, convaincre les pays visités. L'Autriche, ça ce n'est pas très difficile, mais surtout c'était hier la Roumanie, la rencontre aussi avec les dirigeants tchèques, slovaques et bulgares aujourd'hui, sans engagement ferme pour l'heure, mais avec une levée de bouclier et notamment de la Pologne. Emmanuel Macron qui a eu d'ailleurs à cette occasion des mots très durs envers la Pologne et son refus de réformer cette directive. Écoutez le président français. L'Europe est un espace qui s'est créé sur des valeurs, un rapport à la démocratie et aux libertés publiques qu'enfreint aujourd'hui la Pologne. Ce pays décide aujourd'hui de se mettre en marge de l'histoire, du présent et du futur de l'Europe, ce que je regrette. Mais ma conviction, c'est que le peuple polonais mérite mieux que cela et que je pense que la Première ministre, comme son gouvernement, auront beaucoup de mal à expliquer qu'il est bon pour le peuple polonais de mal payer les Polonais en Pologne comme dans le reste de l'Europe et que c'est un avenir pour eux. Voilà, il accuse en gros la Pologne de faire du dumping social. Réaction côté polonais, la chef du gouvernement en question accuse à présent Emmanuel Macron, elle, d'arrogance. Hélène Salon, c'est de la diplomatie classique. On a vu déjà des tensions dans le passé entre la France et la Pologne, ou est-ce que là on franchit vraiment un cap supplémentaire et inhabituel pour le coup ? Oui, c'est assez inhabituel sur ce sujet. Monsieur Macron, le président Macron, a décidé
de faire sa rentrée assez fort et d'aller faire sa tournée, de saisir un peu par les épaules ces pays. Donc oui, on voit la réaction de la Pologne qui est assez forte, d'arrogance. Marc Bassett, il a eu tort de ne pas se rendre justement en Pologne et en Hongrie pour discuter de cette question des travailleurs détachés, quand on sait que ce sont les deux principaux bénéficiaires en réalité aujourd'hui en Europe et les deux pays a priori les plus hostiles à ces projets, Emmanuel Macron. Je crois que le président Macron se met en avant comme le nouveau président de l'Europe. Et sa stratégie avec l'Europe centrale et de l'Est, c'est diviser et impérer, diviser et vaincre. Il a fait, je crois, très consciemment un voyage dans des pays qui pouvaient être proche des positions françaises sur la fameuse directive des travailleurs détachés et en signalant implicitement et dès aujourd'hui explicitement la Pologne et l'Hongrie, ce qu'il a fait d'autres fois, comme les mauvais élèves de l'Europe. De toute façon, je crois que c'est risqué d'utiliser ces mots et ce style de diplomatie. On n'aime pas en Europe de voir un pays comme la France en donnant des leçons. Il y a une impression d'ingérence dans les affaires internes de Pologne. Je ne sais pas si ça va passer très bien dans la Pologne ou dans d'autres pays qui peuvent se voir visés par Emmanuel Macron. Dans une Europe à 27, puisqu'on ne compte plus vraiment le Royaume-Uni, qui fonctionne bien souvent à l'unanimité ou à la majorité qualifiée, est-ce qu'il ne faut pas un moment aussi mettre les pieds dans le plat et dire où sont les responsabilités? Julie Auneau, est-ce qu'il faut continuer à fonctionner au consensus? Je crois que c'est un peu la manière de faire de ce président Jupiter. On parle un moment de Jupiter. C'est peut-être dans cette droite ligne que cette manière forte de parler aussi s'inscrit. Vous avez raison de soulever d'ailleurs tout à fait le côté un peu donneur de leçons qu'on a pu reprocher aussi au président Macron lors de ses visites, par exemple en Afrique de l'Ouest, ou la remarque qu'il avait faite lors d'une conférence de presse après le G5 sur la démographie en Afrique. On a l'impression, oui, c'est quelque part Oui, il dit les choses. Maintenant, ce qui est intéressant, et je trouve qu'il est peut-être un peu trop, pas assez mis en avant, c'est que finalement, il s'attaque ici quelque part au terrain de l'extrémisme et du populisme en Europe. Parce que c'est ce qui, pendant longtemps, a justifié le Brexit. Vous parliez tout à l'heure du Brexit. Oui, parce que c'est vrai que la remarque d'Emmanuel Macron, elle ne porte pas que sur la directive travailleurs détachés. Effectivement, elle s'appuie sur un contexte aujourd'hui très musclé entre l'Union européenne et les projets de la Pologne, notamment en matière de justice. Absolument, absolument. Et en ce sens, c'est aussi, vous avez raison de le souligner, c'est aussi, ça montre un peu l'envergure que le président Macron veut prendre, peut-être pour compenser un peu sa baisse de popularité en France. Je sais pas ce que Nicolas Winokur, c'est l'arrogance française, comme on a pu le reprocher aussi à Nicolas Sarkozy dans le passé, que de désigner des adversaires au sein de l'Union européenne, ou bien il a raison, au contraire, de dire où sont les problèmes? Et puis Jacques Chirac, vous vous souvenez de la remarque sur les pays qui ont le droit de se taire. D'ailleurs, on parle du même pays et on est dans le même schéma avec cette Pologne qui est contrepoint un peu gênant pour les pays de l'Ouest. Je pense qu'Emmanuel Macron est un tacticien. Il a analysé cette situation. L'Allemagne est de son côté, l'Autriche est de son côté. Au Conseil européen, la plupart des pays sont plutôt pour cette réforme. Et il n'a rien à perdre à isoler un peu plus la Pologne et la Hongrie dans cette situation et leur mettre une forme de pression. Donc il a attendu d'être attaqué. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas rendu en Pologne ni en Hongrie parce qu'il savait qu'il n'y avait pas grand-chose à gagner. Il a attendu que la première ministre polonaise fasse sa remarque. Et puis, à la Macron, il a attaqué de toutes ses forces. La question, c'est comment est-ce que ça paye sur la scène domestique? Parce que c'est là qu'il est le plus à l'aise, il peut lâcher ses coups sur la scène diplomatique. Le président peut se déployer dans toute sa splendeur, si on veut bien. Mais est-ce que ça imprime chez les Français? Je ne sais pas. Commencer une forme de conflit avec la Pologne. Déjà, l'histoire des travailleurs détachés, je pense que c'est peut-être légèrement abstrait pour certaines personnes. On comprend l'idée de la protection et la France veut faire quelque chose, mais est-ce que c'est ce qui va lui permettre de remonter la pente dans les sondages? Je ne pense pas. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que oui, allez-y. Oui, on voit déjà que le début de sa présidence est entaché de toute cette polémique autour de son style et de sa communication. Et on va en avoir une illustration, justement. Je vous propose de l'écouter. Et d'ailleurs, je vais vous faire réagir juste derrière, puisque vous disiez il lâche ses coups à l'étranger, il est peut-être plus à l'aise, y compris pour évoquer la situation française, puisque c'est hier à Bucarest, en Roumanie, qu'il a parlé de la France comme d'un pays irréformable. Écoutez. Les Françaises et les Français détestent les réformes. Parce que dès qu'on peut éviter les réformes, on ne les fait pas. C'est un peuple qui déteste cela.
Hélène Salon, il est en roue libre maintenant, Emmanuel Macron. Il dit d'ailleurs qu'il va communiquer davantage, qu'il va parler à la radio. Enfin, en tout cas, c'est ce que semblent dire les journalistes qui l'accompagnaient lors de l'avion. D'ailleurs, il s'est livré à un off, ce qu'il ne faisait jamais jusqu'à présent. Il y a un changement, la perception de quelque chose jusqu'à présent ne va pas dans la com et qu'il faut changer. Oui, clairement, il y a eu énormément de critiques dans les médias sur la façon dont il a géré sa communication, qu'il l'a énormément cloisonné en empêchant un certain suivi de sa politique, l'accès à des informations. Et donc là, il a annoncé ce changement. On va voir ce que ça va donner, s'il va réellement parler 2 fois par mois, si ça va changer quelque chose. Mais là, on voit par ce discours qui commence déjà à lancer les hostilités sur la réforme du travail. Donc il y a un message déjà qui est envoyé. Et il met un peu les jalons pour ce débat qui va être très, très animé en France d'ici la fin du mois. Julie Owono, c'est Jupiter qui descend de son Olympe pour... Oui, très clairement. Ouais. Et je pense qu'il était temps, parce que finalement, il a besoin de communiquer. Très peu, beaucoup de gens, jusqu'à aujourd'hui, comprennent très mal, en fait, les réformes que le président Macron a envie de mettre en place, mettre en œuvre en France. Et surtout, oui, il faut réformer le droit du travail. Oui, il faut le flexibiliser, certainement. Mais est-ce qu'il faut flexibiliser tous les secteurs? Est-ce qu'il faut flexibiliser également? On sait à quel point le CDI est important en France, notamment, par exemple, pour avoir un prêt ou avoir un logement. Enfin, est-ce qu'on va aussi réformer ce secteur de la consommation pour pouvoir aussi les aligner? Enfin, il y a un travail de pédagogie à faire qui ne peut pas être fait sur les réseaux sociaux en 20 secondes ou 1 minute de vidéo postée sur Twitter. Ça, c'est clair, très clairement. Marc Bassets, on avait beaucoup reproché à Nicolas Sarkozy puis François Hollande d'avoir banalisé la parole présidentielle. Est-ce que c'est nous, journalistes et autres d'ailleurs, qui nous sommes trompés? Est-ce que, comme le dit à l'instant Julie Owono, à l'ère des réseaux sociaux, eh bien, le président n'a d'autre choix que de communiquer en permanence sur son action? Mais on peut communiquer et être présidentiel. Et je crois que Emmanuel Macron, quand il est arrivé à l'Élysée, il a dit « je ne vais pas faire la petite politique de chaque jour ». Ce qu'on a vu est en train de faire le Premier ministre, les ministres. Mais ça ne veut pas dire qu'il puisse expliquer Français où va la France, où est sa vision, le sens... Le discours du Congrès était trop abstrait? Bon, le discours du Congrès, à mon avis, était long, abstrait et avec trop de sujets là-dedans pour voir une ligne claire. Maintenant, il va devoir expliquer pourquoi il fait ces réformes. Je crois que une communication plus intense et plus fréquente peut l'aider dans le prochain mois qui va être décisif. Oui, juste pour revenir brièvement sur la remarque la France est irréformable, ça m'a frappé parce qu'on voit là un président, pour la première fois pour moi, un peu fébrile. C'est pas du genre de Macron de dire des choses négatives. Là, il dit quelque chose de très négatif pour la France, certes pour dire on doit être leader dans l'Europe, mais il dit quand même la France, on peut pas la réformer, et il est frustré parce qu'il l'avait dit à Édouard Philippe justement pendant le discours au Congrès, je ne sais pas si vous vous souvenez, où il n'avait pas exactement en ces termes, mais ça voulait dire ça. Il réforme. Que la France est difficile à réformer. Elle est difficile à réformer, mais tout le pari de Macron, c'est on tourne une page et c'est une ère totalement nouvelle, et donc ces réformes, elles ont été choisies par les électeurs et il devra les mener. Mais de se frustrer comme ça devant les gens et de dire c'est pas possible, il est à l'étranger, je pense que c'est mauvais. Et il est en train de reconnaître beaucoup d'erreurs au niveau de la communication. Et d'en commettre d'autres, c'est ce que vous dites. Et en se mettant en avant, mais c'est pas étonnant que le président doive se mettre en avant puisqu'il n'a pas donné le pouvoir et pas donné assez d'assises à ses ministres pour s'exprimer au nom du gouvernement. Donc on en est là. Et qu'on peine toujours à identifier vraiment l'idéologie entre guillemets de la République en marche. Donc on ne sait pas ce qu'incarne vraiment ce mouvement. Il y a trop de réformes d'un coup. On va en reparler. Enfin, on va prendre plutôt la suite de l'actualité dans un instant. Restez avec nous. On marque une courte pause et on se retrouve pour la suite d'une semaine dans le monde. Je m'appelle Gulliver Krag et je suis correspondant de France 24 en Ukraine. Que ce soit dans la capitale ou au cœur du conflit dans l'est du pays, ici à Donetsk, retrouvez-moi dans vos journaux pour suivre les derniers rebondissements d'une crise qui menace l'Europe. Gulliver Krag, l'un des 160 correspondants de France 24 dans le monde. Billet retour, présenté par Vincent Roux. Le parc Yasuni en Équateur, un écosystème unique au monde qui, pour le meilleur ou pour le pire, regorge de pétrole. Pour préserver ce patrimoine mondial de l'UNESCO, les autorités de Quito lançaient il y a 10 ans un appel à la communauté internationale. Faute de réponse, les premiers forages dans le parc ont débuté en 2016. Aujourd'hui, la forêt est dévastée et les communautés indigènes dépérissent. La ruée vers l'or noir laisse derrière elle beaucoup de perdants.
Billets retour à regarder sur France 24 et france24.com.